Merci Patricia. Donc je suis, comme l'a dit Mounir Bendali Ibrahim, doctorant en fin de thèse à l'Université de Haute-Alsace. Et mon projet de thèse, ma thèse fait partie du projet franco-allemand OPMOPS qui porte sur la gestion des mouvements de piétons lors des parades urbaines. Et je suis encadré dans le cadre de ma thèse par messieurs Jonathan Weber, Germain Forestier, Lassani Dunga et Pierre Alain Muller. Et je vais, dans le cadre de ma thèse, vous parler aujourd'hui de la classification ensembliste de vidéos de mouvements de foule. Donc voici le plan de cette présentation. Je vais commencer par vous parler des motivations derrière ce type de projet de recherche. Je ferai par la suite une introduction à l'analyse de foule. Je vous donnerai notre état de l'art de l'analyse de foule et je vous ferai par la suite une description du jeu de données sur lequel nous travaillons et un aperçu des résultats que nous avons déjà obtenus lors d'un travail préliminaire sur ce jeu de données. Par la suite, je vous parlerai du découpage qu'on a fait sur ce jeu de données pour pouvoir mettre en place nos méthodes de classification ensembliste. Et je vous parlerai des architectures et des méthodes de classification ensembliste que nous avons implémentées. Et je terminerai par vous exposer nos résultats et les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, aujourd'hui, les caméras sont partout. On les trouve de manière omniprésente dans les grandes villes assez peuplées. Il y a des méthodes de placement optimales de ces caméras. Mais toutefois, malgré l'omniprésence de ces caméras, les flux qu'elles produisent ne sont pas analysés de manière automatique par les forces de l'ordre. Et ce manque d'analyse peut engendrer un retard d'anticipation lorsqu'il y a des scènes de foule et lorsque dans ces scènes de foule il y a un mouvement de foule trop brusque qui peut être dangereux pour les individus qui constituent cette foule. Et voici un pipeline représentatif de chaque tâche de l'analyse de foule. Donc à partir d'un flux vidéo, d'une caméra de vidéoprotection, il y a des informations qui sont extraites et ces informations sont utilisées pour accomplir l'une des tâches de l'analyse de foule qui peut être la reconnaissance d'actions individuelles, la reconnaissance d'actions de groupe, la détection d'anomalies ou le comptage de nombre de personnes dans une foule. Alors c'est ça l'état de l'art que nous proposons dans l'analyse des foules, pour l'analyse des foules. Ce qu'on propose, c'est surtout une division de cet état de l'art en deux catégories principales, qui sont l'estimation des statistiques de foule et l'analyse des scènes de foule. Et comme vous pouvez le remarquer, dans chacune des tâches, donc dans chacune des sous-tâches liées à ces deux catégories de l'analyse de foule, on peut voir survenir des événements anormaux. Donc chacune des tâches de l'analyse de foule est sujette à la détection d'anomalies. Et ça, c'est le jeu de données sur lequel nous travaillons. Il s'appelle Crowd11. C'est un jeu de données de 6000 vidéos qui dure 5 secondes environ. Et il a été mis en place par une équipe du CEA. Et il est divisé en 11 catégories de mouvements. Donc là, sur ce slide, on illustre le type de mouvement qui peut survenir dans ce jeu de données. Et ce jeu de données n'a pas été fait de zéro par cette équipe. Il provient de 11 autres sous-jeux de données. Je ne les ai pas comptés, mais on est à peu près à 11, une dizaine d'autres jeux de données. Et une grande partie de ces vidéos proviennent de 3 sites de streaming qui sont YouTube, Pond5 et Getty Images. Nous n'avons pas pu récupérer la totalité du jeu de données, car il y avait 3 sous-jeux de données qui sont indisponibles aujourd'hui. Et ces sous-jeux de données sont Crowd,
WW Crowd et Shanghai World Expo. Mais toutefois, même malgré l'indisponibilité de ces 3 sous-jeux de données, nous avons pu, à travers un travail préliminaire, vérifier que ce manque n'impacte pas l'issue de nos travaux ou n'impacte pas trop nos résultats. Ça, c'est un court aperçu d'un travail préliminaire que nous avons fait sur le jeu de données Crowd11. Alors, dans ce travail, nous avons nous avons entraîné 3 architectures qui sont les architectures Inflated 3D, issues de l'architecture Inception, ToStream Inflated 3D, qui est toujours l'architecture Inception à 2 branches, et l'architecture qui est très utilisée en classification de vidéos, qui est l'architecture 3D Covenant. Donc, on les a entraînés dans 2 situations. La situation où un modèle a reçu un pré-entraînement, et donc il dispose déjà de poids avant de le lancer sur un ajustement sur le jeu de données Crowd11, ou bien un modèle qui n'a pas du tout été pré-entraîné, et donc qui s'entraîne de zéro sur le jeu de données Crowd11. Donc on fait une sorte de transfer learning. Et dans ce cadre-là, nous avons trouvé que l'architecture la plus complexe, donc qui dispose de 2 branches et qui a été pré-entraînée, obtient les meilleurs résultats. Et il s'agit de l'architecture ToStream Inflated 3D. Nous avons analysé plus précisément le comportement de cette architecture sur le jeu de données Crowd11 et nous avons remarqué qu'elle éprouve des difficultés sur 4 classes assez similaires, et qui sont les classes Turbulent Flow, on va revenir ici, c'est les classes Turbulent Flow, Crossing Flows, Merging Flow et Divergent Flow. Et on a remarqué que dans ces classes-là, les mouvements au sein de des scènes de foule sont assez similaires. Ce sont donc 2 classes de foule qui se croisent, 2 foules qui convergent ou bien qui divergent, et une foule qui est perturbée par un piéton qui la traverse. Pour renforcer nos résultats, nos performances à la classification, nous avons décidé de recourir à la classification ensembliste. Et pour ce faire, nous avons divisé notre jeu de données de manière stratifiée en 5 échantillons. Donc, dans ce découpage, ce qu'on fait, c'est que, à l'issue de ces découpages, on constitue 20 ensembles d'apprentissage, de validation et de test. 20 combinaisons des ensembles d'apprentissage, validation et de test. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe un échantillon qui va servir pour le test, et les échantillons restants sont soit attribués pour la validation, ou bien 3 d'entre eux pour l'apprentissage. Et donc, par exemple, à partir de cet échantillon 0, si on fixe l'échantillon 0 pour le test, l'échantillon 2, par exemple, il est affecté à la validation, et les 3 autres restants, l'échantillon 1, 3 et 4, sont affectés pour l'apprentissage. Donc, ce qui constitue une combinaison des ensembles d'apprentissage, validation et test. Et cette configuration peut donner lieu à une création de 4 modèles qui n'ont jamais vu l'échantillon de test, mais qui ont été entraînés différemment au sein d'un même ensemble. Donc, le type d'architecture qu'on implémente, on reprend ici les mêmes architectures qu'on a utilisées lors d'un travail, lors de notre précédent travail. Et il s'agit toujours de l'architecture ToStream i3D, 3D Covenants et Inflated 3D, mais nous y ajoutons l'architecture RasNet 3D à 34 couches cachées. Donc, c'est comme cela qu'on constitue des ensembles de modèles homogènes. Lorsqu'on a fixé un échantillon de test
et qu'on a entraîné 4 modèles différemment. Donc, ces modèles qui ont été entraînés différemment, ils ont les mêmes préconditions d'apprentissage. Ça veut dire qu'ils ont été soit entraînés de zéro ou bien ils ont obtenu des poids de pré-entraînement. Donc, on fait là une sorte de transfer learning. Et ils sont issus tous d'une même architecture. Donc, dans ce cas-ci, on a l'architecture ToStream i3D. Nous avons aussi cherché une manière de bien assembler, de bien rassembler, de faire joindre les caractéristiques de ces modèles au sein d'un même ensemble homogène. Donc nous avons testé plusieurs méthodes de pondération. Donc la plus simple, c'est la somme des probabilités, la probabilité maximale, l'inverse lors de la validation. Et nous avons aussi recherché les poids via l'algorithme génétique évolution différentielle ou bien via une recherche exhaustive. Mais nous avons vu à la fin qu'une simple somme pouvait réaliser des résultats assez satisfaisants. On trouvait cela un peu chronophage de passer par une autre méthode. Donc nous sommes contentés finalement de la somme pour faire joindre nos modèles dans un seul ensemble. Et donc dans l'optique d'améliorer encore plus nos résultats, nous avons procédé à l'augmentation de données. Donc nous avons utilisé ces 3 techniques d'augmentation de données, Salt and Pepper, Vertical Mirror et Random Crop. Et dans ce cadre-là, nous avons au début hésité entre l'augmentation de données précalculées et l'augmentation de données à la volée. Mais nous avons vu, pour ce besoin d'augmentation de données, qu'elles soient précalculées ou à la volée, nous avons remplacé l'algorithme de génération des clips, des versions flow optique des clips, TVL1, par l'algorithme qui est plus rapide, l'algorithme Fernbach. Il est rapide, mais il est toutefois moins précis théoriquement moins précis que TVL1. Mais toutefois, nous avons vu que ce remplacement par Fernbach n'impacte pas trop les performances du réseau ToStream i3D. Alors ça, c'est un exemple d'architecture d'ensemble global hétérogène. Donc dans cette situation-ci, on adjoint, on rassemble plusieurs ensembles homogènes différents dans un seul grand ensemble. Et donc là, le rassemblement se fait toujours via une somme. Et nous avons plusieurs ensembles différents, qui proviennent de différentes architectures ou qui ont été entraînés, qui ont eu des préconditions d'entraînement différents. Et on les rassemble pour voir s'ils améliorent les performances lors de la classification. Et on a ici l'exemple du meilleur ensemble global. Donc le rassemblement se fait à partir des ensembles de modèles homogènes. Et nous en avons jusqu'à 8, ce qui nous a permis de créer 247 combinaisons différentes d'ensembles. Donc dans une combinaison d'ensembles hétérogènes, il y a au moins deux ensembles différents. Donc voici les résultats que nous avons obtenus. Donc au début, nous avons montré l'apport de l'apprentissage ensembliste. Donc nous avons vu que l'apprentissage ensembliste améliore significativement les résultats lors de la classification, donc via un passage de moyenne 67% à 69%. Nous avons aussi vu que l'augmentation précalculée des données améliore nettement mieux les résultats que l'augmentation à la volée. Là, on fait un classement dans le premier tableau des 8 ensembles homogènes que nous avons testés. Nous avons vu que l'architecture ToStream pré-entraînée, qui a bénéficié de l'augmentation de données, obtient les meilleurs résultats. Et par la suite, à partir des combinaisons issues des 8 ensembles différents, nous avons trouvé cet ensemble global que vous avez vu précédemment, qui améliore la moyenne des résultats de 70% à 71%, presque et demi, donc 71,3.
Là, on fait une analyse assez détaillée des performances par classe de notre ensemble global et on voit qu'il éprouve toujours les mêmes difficultés qui ont été éprouvées par l'ensemble, par l'architecture ToStream i3D lors de notre travail préliminaire. Et donc, voici notre conclusion. Donc, j'ai déjà, au cours de ma présentation, distillé un peu les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc, nous avons pu, à partir de notre travail préliminaire, améliorer nos résultats de 68% à 70% d'accuracy. Et avec l'ensemble global, nous avons amélioré nos résultats jusqu'à 71%. Mais toutefois, on éprouve toujours des difficultés sur ces quatre classes qui sont assez similaires. Et en guise de perspective, pour améliorer nos résultats, nous proposons de faire une extraction de trajectoire. Donc, on fait une détection de tête des piétons et ensuite on suit leur trajectoire au cours de ces vidéos de 5 secondes. Et pour rendre nos modèles encore efficaces, donc qui arrivent à faire une prédiction en temps réel, nous proposons de recourir à la distillation des connaissances. Donc, merci pour votre attention. Des questions ? Oui. Chacun son tour. Merci pour la présentation. Merci. J'ai une question, c'est les temps obtenus pour utiliser les méthodes tout à l'heure, c'est sur quel matériel en fait On travaille sur des GPU, donc ça doit être globalement c'est des 1080. Et donc les prédictions pour les modèles individuels, donc en dehors des modèles ensemblistes, sont en temps réel. Mais maintenant, si on commence à utiliser les modèles ensemblistes, plus on agrège, plus on ajoute de modèles, et plus le temps de prédiction augmente. C'était ma question du coup derrière, c'est est-ce qu'au final on arrive à quelque chose de temps réel vu que l'objectif est d'utiliser le flux des caméras. Du coup c'est parfait, ça répond à ma question. Merci. Merci. Juste une petite remarque, tu as parlé d'augmentation de données, vous parlez de flip vertical sur les images? Oui. Vu la position des caméras, est-ce que ça a vraiment du sens? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'on doit, sur les mouvements de foule, on parlait de flip horizontal par exemple, où on change donc parce que les caméras en général elles vont pas filmer. Ah, le flip vertical, vous voulez dire qu'il renvoie au-dessus On va changer un peu, c'est-à-dire on va mettre les gens la tête en bas. Ah, alors non, en fait, je ne fais pas ça, je fais un miroir, donc j'ai du mal à m'exprimer dans ma présentation, ou même, dans ma présentation. Et donc, il s'agit d'un flip cohérent de la caméra. Donc, on ne met pas, on ne suit plus, on ne prend plus les pieds des gens pour leur tête dans leur suivi. Mais... Okay. Donc, quand tu fais l'entraînement de i3D, c'est sur combien de frames? Alors, je prends à partir d'une vidéo de 5 secondes qui est constituée de 100 frames au maximum. Je sélectionne une vingtaine de frames qui sont bien répartis, avec un certain intervalle sur toute la longueur de la vidéo. Et je ne sais pas, est-ce que tu as essayé de prendre de séquences plus longues? Parce que pour les classes où tu as toujours des difficultés, peut-être que c'est la longueur, peut-être que tu ne captes pas assez de contexte. Alors, il y a ces 3D qui s'entraînent sur 16 frames et il y a une partie des clips qui ont comme valeur maximale 47 frames. Elle est minoritaire. Et donc, si on commence à augmenter, ça crée une disparité entre ces clips et le reste, la majorité des clips qui est fixée à 100 frames.
Donc, on a décidé de fixer la sélection à 20 frames, déjà pour faire l'entraînement de manière assez rapide et pour avoir une prédiction qui se fait en temps réel. Parce qu'à la base, Carrera, c'est les personnes qui ont proposé donc l'architecture Inception Inflated 3D qui travaille à Google. Ils ont proposé de fixer le nombre de frames à 64, mais ils l'ont appliqué sur un autre jeu de données, un jeu de données de reconnaissance d'action. Et nous, ce n'est pas possible dans notre cas de le fixer à 64, donc on a vu qu'en le mettant à 20 frames, on n'éprouvait aucun problème. Mais nous n'avons pas fait d'études comparatives sur ce terrain-là. Il serait peut-être intéressant d'explorer, d'investiguer ce champ-là. Oui. Juste une petite question, parce qu'avant tu as parlé du calcul de flow optique. Oui. Mais du coup, ce que tu vas montrer de ton réseau, ça va être une carte de flow optique, ça va être les images que tu mets en volume. Oui, parce que le flow optique est réservé pour les architectures à plus d'une seule branche. Donc, comme dans mon cas, j'ai seulement l'architecture toStream qui a plus d'une seule branche. Donc, dans sa seconde branche, elle reçoit les flows optiques comme information. Mais toutes les autres architectures à une seule branche reçoivent la vidéo brute, donc en RGB, comme information. Et ils extraient des caractéristiques à partir de ce type de clip vidéo. Est-ce que tu as vu, par exemple, on voit sur certains papiers qui font ça, il y a une comparaison des différents calculs de flow optique pour aller sur les résultats? Parce que des fois, vu que tu as essayé plutôt des méthodes rationnelles, des fois, selon les méthodes que tu utilises, tu vas avoir différents résultats de classification. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a guidé vers ces méthodes-là, plutôt qu'une autre méthode pour le calcul du flow optique. Parce que je n'ai pas trop cherché d'autres méthodes. Ceci était disponible sur OpenCV, c'était facile de les implémenter. J'ai vu qu'il y a FlowNet, il y a des méthodes basées sur le deep learning d'extraction du flow optique. Ça complexifie davantage le problème. Alors que Fahrenbach ou bien TVL1 te produit un flow optique entre 30 secondes, alors que Fahrenbach te le fait en 1 seconde. Et c'est des méthodes... Peut-être que du coup FlowNet, parce que les réseaux qui produisent flow optique, du coup, en général, si c'est un GPU, en tout cas, peuvent te donner des calculs de flow assez rapidement, de manière assez compétitive avec 30 secondes, c'est beaucoup. Franchement, j'ai essayé une fois d'implémenter FlowNet, j'ai pas réussi. Ok. Et donc, j'ai pas voulu prendre trop de temps sur mes recherches pour voir comment ça fonctionne vraiment. Parce que j'ai pris 2-3 jours, c'était déjà assez trop pour moi. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? En parallèle, peut-être le prochain speaker te s'installer. Ok. Je ne sais pas si... en fait, comme tu travailles avec deux streams, est-ce que tu as accès à l'audio pour ces vidéos? Non, je travaille qu'avec la vidéo. Je ne fais pas de la reconnaissance de scène de full multimodal. Donc en fait, je me base que sur un seul type de données. Donc je ne travaille pas sur l'information infrarouge ou bien une autre information, l'information audio ou d'autres informations. Je sais qu'il y a plusieurs types d'informations qui peuvent être extraites, mais les caméras sont les plus répandues. Et souvent, les caméras n'ont pas l'information audio, ne capturent pas l'information audio. Merci beaucoup. Merci.